Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 30 janvier. Après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. L'économie française reste étonnamment attractive, à lire sur BFM TV. UE Inde, longtemps attendu, enfin scellé, à découvrir sur Fashion United. Réduire la dépendance numérique aux géants américains, une priorité absolue pour l'Europe, à lire sur Siècle Digital. Et enfin, OPA, résultats nature et découverte, Fnac Darty a un tournant stratégique, à lire sur République Retail. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, cette semaine, je vous invite à découvrir l'épisode 249, enregistré avec Édouard Caraco, cofondateur de The Braderie. Quelques semaines après le rachat des parts détenues par Showroom Privé, il revient avec une grande lucidité sur les coulisses de cette étape stratégique, sur la transformation profonde du marché de la mode, entre surstock structurel, banalisation de la promotion et concurrence accrue, mais aussi sur la manière dont The Braderie construit un modèle fondé sur la désirabilité, la communauté et la relation client. Un échange dense, très humain et particulièrement éclairant sur ce que signifie entreprendre dans le secteur devenu plus exigeant que jamais. Je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse de l'actu, OPA, cession de magasins, procédure de protection judiciaire. Cette semaine, le commerce parle moins de croissance que de structure. Les annonces qui se succèdent disent une même réalité. Dans un contexte de pouvoir d'achat sous pression et de concurrence exacerbée, ce sont désormais les modèles, les périmètres et les chaînes de valeur qui sont mises à l'épreuve. L'OPA visant Fnac Darty ouvre une séquence clé pour le distributeur en s'appuyant sur des résultats qui confirment la solidité du groupe. L'opération s'inscrit dans un moment de clarification stratégique, accélération européenne, recherche d'un partenaire pour nature et découverte, stabilité du management. Plus qu'un moment capitalistique, l'ensemble dessine un recentrage assumé autour du cœur du modèle et de sa trajectoire industrielle. Dans la grande distribution, Auchan poursuit un travail de fond sur son réseau de proximité, cession ciblée, bascule en franchise, rationalisation du parc. L'enseigne ajuste son périmètre pour tenter de restaurer sa compétitivité sur un marché français durablement contraint. Là encore, les décisions révèlent moins d'une logique d'expansion que d'un effort de consolidation dicté par la pression sur les marges et l'évolution des formats de consommation. À rebours de ces stratégies défensives, Coopérative U affiche une dynamique différente, portée par l'expansion rapide de son réseau, le recrutement massif de nouveaux foyers et une politique prix lisible. L'enseigne consolide sa position de challenger, une trajectoire qui rappelle que dans un environnement sous tension, la cohérence du modèle et la clarté de la promesse demeurent des leviers décisifs. Cette recomposition met toutefois en lumière des zones de fragilité persistante. Le placement d'ID Kids sous protection judiciaire agit comme un signal supplémentaire pour le milieu de gamme. Pris entre l'ultra fast fashion, la montée en puissance de la seconde main et l'arbitrage permanent des dépenses des ménages, les acteurs historiques de l'habillement enfant peinent à préserver l'équilibre économique de leur modèle. Malgré les transformations engagées, la pression structurelle continue de s'exercer. À l'inverse, certaines enseignes tentent de déplacer le débat, le repositionnement de Sport 2000 autour du sport comme style de vie illustre cette volonté de réancrer la marque dans les usages du quotidien. À travers ce changement de discours, l'enseigne cherche moins à élargir son offre qu'à redonner de la lisibilité à sa proposition de valeur dans un marché du sport lui aussi de plus en plus polarisé. En arrière-plan, les grands équilibres industriels et technologiques
poursuivent leur mutation. Amazon annonce une nouvelle vague de suppression de postes tout en accélérant ses investissements dans l'intelligence artificielle. Une double dynamique qui confirme une transformation organisationnelle profonde où la recherche d'efficacité structurelle accompagne l'industrialisation de nouvelles infrastructures technologiques. De son côté, LVMH encaisse le contre-coup d'un environnement géopolitique et fiscal plus heurté, rappelant que même les leaders mondiaux du luxe ne sont plus à l'abri des cycles macroéconomiques. Les usages numériques, eux aussi, continuent de se déplacer. Le Digital Report France 2026 consacre TikTok comme la plateforme dominante en temps passé, tandis que ChatGPT s'installe durablement dans les pratiques des Français. L'IA générative ne se contente plus d'accompagner la recherche d'informations, elle s'interpose progressivement dans les parcours de décision. Cette évolution nourrit les réflexions autour du commerce agentique qui oblige les marchands à repenser leurs indicateurs de performance, leur visibilité et leur dépendance historique au trafic dit humain. Enfin, la question de la souveraineté traverse l'ensemble de l'actualité. Commission d'enquête parlementaire sur les dépenses numériques, débats européens sur les infrastructures, traité commercial UE-Inde aux implications industrielles majeures. Le commerce apparaît de plus en plus comme un enjeu politique autant qu'économique. La plongée dans les infrastructures de la FDJ rappelle à cet égard combien la maîtrise de la donnée et des systèmes est devenue un actif stratégique. Au fond, cette semaine confirme un basculement déjà perceptible. Le commerce ne se joue plus seulement sur l'innovation d'offres ou la conquête de parts de marché, il se joue de plus en plus sur la solidité des structures, la capacité à arbitrer, à se recentrer et à restaurer la confiance dans un environnement où chaque décision engage bien plus qu'un simple exercice comptable. L'économie française reste étonnamment attractive. Les investissements étrangers ont progressé de 11% en 2025, permettant de soutenir près de 48 000 emplois dans le pays. À lire sur bfmtv.com en date du 29 janvier. Un déficit qu'elle n'arrive pas à résorber, une dette publique qui frôle les 118% du PIB, des débats budgétaires sans fin et une crise politique. Et malgré tout, l'économie française tient le choc. La France a ainsi enregistré 1878 décisions d'investissement internationaux en 2025, permettant la création ou le maintien de plus de 47 000 emplois selon les chiffres publiés par Business France, malgré un contexte international marqué par de fortes incertitudes. Ces résultats sont en hausse de 11% par rapport à 2024, année au cours de laquelle 1688 décisions d'investissement internationaux avaient été recensées. Business France nuance toutefois cette progression en précisant qu'elle s'explique en partie par une comptabilisation plus exhaustive à l'échelle communale des ouvertures de points de vente. La France confirme son positionnement comme destination de premier plan pour les investisseurs étrangers, souligne Business France dans un communiqué. L'organisation rappelle d'ailleurs que le 8e sommet Choose France, événement destiné à attirer les investissements étrangers en France, avait battu en mai dernier un nouveau record avec 20 milliards d'euros de projets annoncés sous les ors du château de Versailles. Capacité à rester dans la course. Enfin, en 2025, le commerce et les points de vente deviennent la première activité ciblée par les investissements étrangers avec 522 décisions d'investissement recensées devant les activités de production et les centres de décision. Hors point de vente, le nombre de projets affiche une hausse de 2% par rapport à 2024. Au total, 1021 entreprises étrangères ont porté au moins un projet d'investissement en France en 2025, dont 315 primo-investisseurs, représentant près d'un tiers des porteurs de projets cette année, selon Business France.
Les créations de sites constituent la majorité des opérations avec 1161 projets, soit 62% des décisions enregistrées. Les extensions représentent 30% des projets, tandis que les reprises, plus marginales en nombre, 3%, ont permis la sauvegarde de plus de 5000 emplois, notamment via la reprise de 48 sites en difficulté. Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de fortes tensions géopolitiques, la France démontre une nouvelle fois sa capacité à rester dans la course. C'est félicité Nicolas Forissier, des ministres délégués au commerce extérieur et à l'attractivité cité dans le communiqué. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a quant à lui salué le résultat d'une politique d'attractivité assumée, confirmant le statut de la France de terre d'accueil privilégiée pour les investisseurs du monde entier. L'Union européenne demeure la principale source d'investissement, représentant 72% des projets et 56% des emplois. En matière d'emploi, les États-Unis restent le premier pays contributeur avec près d'un quart des emplois recensés. L'Allemagne se classe en deuxième position, suivie par l'Italie qui complète le podium. UE-Inde, longtemps attendu, enfin scellé les nouveaux équilibres de plus grand traité commercial européen depuis 10 ans, à lire sur fashionunited.fr en date du 27 janvier. Ce que l'Europe peut attendre du plus grand traité commercial signé depuis une décennie, entre baisse des droits de douane, nouvelle chaîne de valeur et recomposition industrielle. Après près de 20 ans de négociations intermittentes, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde est désormais acté. Le 27 janvier 2026, à New Delhi, Ursula von der Leyen, Antonio Costa et Narendra Modi ont scellé ce que plusieurs observateurs qualifient déjà de Mother of all trade deals, la mère de tous les accords commerciaux, selon le Financial Times, dont l'ampleur économique et géopolitique du texte dépasse le cadre d'un simple abaissement tarifaire. L'accord vise à structurer un corridor commercial entre deux ensembles représentant près de 2 milliards de consommateurs et environ un quart du PIB mondial, dans un contexte de fragmentation croissante du commerce international, comme l'a rappelé AP News lors de l'annonce officielle. Une relation commerciale ancrée mais structurellement déséquilibrée. Avant même la signature, les échanges UE-Inde étaient déjà substantiels mais profondément asymétriques. En 2024, le commerce de biens atteignait environ 120 milliards d'euros, tandis que les services représentaient près de 60 milliards d'euros, selon RTL Info. Pour New Delhi, l'Union européenne constitue le premier partenaire commercial, alors que l'Inde ne pèse qu'environ 2% du commerce total de biens de l'UE, un déséquilibre structurel que ce nouveau traité entend précisément corriger. Cette relation était en outre freinée par une forte dissymétrie tarifaire. L'Union appliquait en moyenne des droits de douane proches de 3,8%, tandis que l'Inde imposait près de 9,3%, avec des pics spectaculaires sur l'automobile, la chimie ou le textile, comme l'indiquait The Times of India avant l'accord. Droits de douane, le cœur économique du traité. La réduction de ces droits constitue donc l'ossature économique du traité. L'Inde s'engage à démanteler ou réduire les barrières tarifaires sur plus de 90% des exportations européennes, une mesure qui pourrait représenter jusqu'à 4 milliards d'euros d'économies annuelles pour les entreprises de l'UE, selon The Economic Times. Les droits sur les véhicules européens auparavant supérieurs à 100% seront progressivement ramenés autour de 10% sous condition, un tournant pour les constructeurs premium, comme l'a détaillé The Financial Times. Les machines, équipements industriels, produits chimiques, pharmaceutiques et vins bénéficient également de baisses massives, voire de suppression totale de taxes, renforçant l'attractivité du marché indien pour les industriels européens.
Le textile, grand gagnant de l'accord, mais c'est du côté du textile que l'accord pourrait produire les effets les plus structurants à moyen terme. L'Inde est déjà un acteur clé de l'habillement mondial, mais reste sous-représenté sur le marché européen. Selon une note de Jefferies publiée fin janvier, l'Union européenne importe chaque année plus de 125 milliards de dollars de textiles et d'habillement, un marché aujourd'hui dominé par la Chine à hauteur de 30%, tandis que l'Inde ne capte que 5 à 6%. La suppression des droits de douane européens, auparavant situés entre 10 et 16%, intervient à un moment particulièrement clé et opportun. Les exportateurs textiles indiens font face à des droits de douane pouvant atteindre 50% aux États-Unis, ce qui renforce mécaniquement l'attractivité du marché européen comme débouché prioritaire. Pour les marques et distributeurs européens, cette évolution pourrait accélérer la diversification des fournisseurs, sécuriser les volumes et stabiliser les coûts dans un contexte de volatilité des chaînes logistiques mondiales. Quel impact sur la chaîne de valeur textile européenne ? Pour la chaîne de valeur textile européenne, l'accord ouvre en effet plusieurs dynamiques simultanées. Un redéploiement progressif du sourcing hors de Chine dans un contexte de tensions commerciales et de pression réglementaire croissante, une montée en gamme des approvisionnements, l'Inde disposant d'un savoir-faire reconnu sur le coton, la filature, le tissage et certaines finitions complexes. Une opportunité de relocalisation partielle en Europe, des étapes à forte valeur ajoutée comme le design, le prototypage, la logistique finale ou le contrôle qualité, et une réduction du risque réputationnel lié au Made in China sans basculer vers des zones à forte insécurité réglementaire et sociale, l'Inde disposant déjà de cadres normatifs plus lisibles pour les donneurs d'ordre européens. À terme, cette dynamique pourrait installer l'Inde comme une alternative industrielle crédible à la Chine, tout en redonnant à l'Europe un rôle central dans la conception, la qualité et la valorisation finale des produits textiles. Des gains plus mesurés pour l'automobile et l'aéronautique. À l'inverse, certains secteurs industriels européens pourrait bénéficier de manière plus graduelle. Dans l'automobile, la baisse des droits de douane indiens ouvre des perspectives, mais l'impact réel reste à nuancer. Une grande partie des véhicules premium européens entrent déjà en Inde sous forme de kits assemblés localement, limitant l'effet immédiat de la libéralisation, comme le souligne Jefferies. En aéronautique, la réduction des droits sur les avions et pièces détachées pourrait alléger le coût, même si l'effet net reste partiellement compensé par la fiscalité intérieure indienne. Des zones de friction encore bien présentes. L'accord n'efface toutefois pas les lignes de tension, les barrières non tarifaires, notamment le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières, reste un sujet de préoccupation majeur pour les exportateurs indiens, selon Jefferies. Certains pans entiers sensibles, comme l'agriculture ou certains services numériques, demeurent en dehors du champ immédiat du traité, tandis que la ratification par les parlements nationaux et le Parlement européen pourrait encore prendre plusieurs mois, comme l'a rappelé le Financial Times. Un nouvel élan pour les chaînes de valeur européennes. À l'échelle macroéconomique, l'accord UE-Inde s'inscrit dans une recomposition plus large des chaînes de valeur mondiales. Il offre à l'Europe une alternative crédible à la dépendance asiatique concentrée, tout en permettant à l'Inde de monter en gamme industrielle et de capter davantage de valeur sur les marchés développés. Pour le textile européen, il ne s'agit pas seulement d'une question de coût, mais d'un levier pour reconstruire une chaîne plus résiliente, plus diversifiée et mieux alignée avec les exigences sociales, environnementales et politiques du continent. Réduire la dépendance numérique aux géants américains, une priorité absolue pour l'Europe, à lire sur siècledigital.fr en date du 27 janvier. Longtemps cantonnée au débat d'experts et au cercle institutionnel, la souveraineté numérique s'impose aujourd'hui dans l'agenda politique français et
européen. Derrière cette notion, une question simple mais lourde de conséquences. Que se passerait-il si l'accès aux technologies numériques étrangères venait à être restreint ? Une dépendance technologique devenue visible. L'économie européenne repose massivement sur des infrastructures et des services numériques contrôlés par des acteurs non européens, principalement américains. Les logiciels professionnels, le cloud, les outils collaboratifs, la cybersécurité ou encore les systèmes de paiement structurent le quotidien des entreprises, des administrations et des services publics. Tant que l'accès à ces technologies reste ouvert, le système fonctionne, mais cette stabilité repose sur des décisions qui échappent largement aux Européens. En effet, selon plusieurs institutionnels, près de 80% des dépenses européennes en logiciels et services cloud professionnels sont réalisées auprès d'entreprises américaines. Une concentration qui expose l'Union européenne à des décisions unilatérales, potentiellement motivées par des considérations politiques ou commerciales. Par ailleurs, le retour de Donald Trump au centre du jeu international a ravivé ces inquiétudes, notamment face à l'hypothèse d'un usage du numérique comme levier de pression stratégique. La France accélère avec des outils de pilotage. Côté français, le gouvernement a décidé de structurer sa réponse. Lors des premières rencontres de la souveraineté numérique organisées à Bercy, la ministre chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, Anne Le Hénanf, a présenté plusieurs dispositifs visant à mieux mesurer et réduire les dépendances technologiques. Parmi eux, un observatoire de la souveraineté numérique et un indice de résilience numérique destiné à cartographier l'exposition des entreprises et des administrations aux solutions à l'extérieur de l'Europe. Dans les faits, l'État souhaite également jouer un rôle moteur en orientant davantage ses commandes publiques vers des solutions françaises. L'Europe entre prise de conscience et stratégie industrielle. À Bruxelles, la souveraineté numérique s'affirme désormais comme un axe de politique industrielle. La Commission européenne travaillerait notamment sur de nouveaux cadres législatifs autour du cloud et de l'intelligence artificielle, avec l'objectif de réduire les dépendances sans fermer le marché européen. À ce titre, l'initiative Open Digital Ecosystem Strategy s'inscrit dans cette logique en misant sur l'émergence de champions européens, notamment avec certains acteurs connus comme le groupe néerlandais ASML dans la chaîne mondiale des semi-conducteurs. Mais entre la dépendance assumée et la volonté d'autonomie, la souveraineté numérique s'impose désormais comme un sujet politique à part entière, un chantier vaste où le temps joue clairement contre l'Europe. OPA, résultat, nature et découverte. Fnac Darty a un tournant stratégique à lire sur republicretail.fr en date du 27 janvier. Entre l'OPA lancé par son premier actionnaire, les résultats 2025 qui confirment la solidité du groupe et la recherche d'un partenaire pour nature et découverte, Fnac Darty ouvre une séquence clé. Au-delà du mouvement capitalistique, le distributeur clarifie ses priorités: accélération européenne, arbitrage de portefeuille et réaffirmation de l'ADN des marques. L'annonce est tombée lundi 26 janvier au matin, avant l'ouverture des marchés. Dans un contexte de forte volatilité des valeurs de la distribution et de recomposition du retail européen, Fnac Darty ouvre ainsi une séquence stratégique majeure. EP Group, société contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Křetínský et déjà premier actionnaire de Fnac Darty, a transmis au conseil d'administration un projet d'offre publique d'achat au prix de 36 € par action. Entre l'OPA porté par son premier actionnaire, la publication des résultats 2025 préliminaires non audités et la recherche d'un partenaire pour nature et découverte, Fnac Darty ouvre une nouvelle séquence, une actualité qui permet de lire plus clairement la trajectoire du groupe, ses leviers de croissance et ses arbitrages engagés sur son périmètre d'activité.
une OPA qui rabat les cartes de la gouvernance. EP Group détient déjà 28,5% du capital et des droits de vote de Fnac Darty via sa filiale VESA Equity Investment. Le groupe propose désormais de racheter la totalité des actions et Océane en circulation. Le conseil d'administration s'est réuni dans la foulée et a accueilli favorablement l'offre à l'unanimité, sans préjuger à ce stade de l'avis motivé qui sera rendu après expertise indépendante. Nous nous réjouissons de la marque d'intérêt de la part de notre premier actionnaire qui témoigne d'un soutien renouvelé à la stratégie de long terme de Fnac Darty, indique Enrique Martinez, directeur général du groupe. L'opération valorise le groupe autour de 1,1 milliard d'euros dans un contexte où les valeurs de la distribution cotée restent sous pression. Contrairement à de nombreuses opérations comparables, EP Group n'a pas l'intention de procéder à un retrait obligatoire. L'offre n'est soumise à aucun seuil de réussite autre que le seuil réglementaire de plus de 50% du capital ou des droits de vote. À partir de 50%, l'actionnaire sera satisfait. Il contrôlera la société dans le cadre d'une entreprise cotée avec des actionnaires minoritaires, explique Enrique Martinez. Si l'ensemble des actionnaires souhaitent vendre, il sera tenu d'acheter tout le monde. Ce n'est pas son choix, mais celui des actionnaires. Cette configuration laisse ouverte l'hypothèse d'un Fnac Darty toujours coté, mais adossé à un actionnaire majoritaire stable. Le calendrier est encore largement conditionné. Le dépôt du projet d'offre auprès de l'autorité des marchés financiers est attendu avant la fin du premier trimestre 2026. L'opération reste toutefois suspendue à plusieurs autorisations réglementaires, notamment les contrôles des concentrations, les dispositifs relatifs aux subventions étrangères, ainsi que les validations françaises, européennes et suisses. Il est difficile de donner aujourd'hui un calendrier précis, reconnaît le directeur général lors d'un point presse ce lundi 26 janvier. Sur ce type d'opération, un horizon d'environ 6 mois est souvent évoqué, mais nous n'avons pas de date définitive à partager. Pour la direction, cette offre s'inscrit dans une logique de continuité. EP Group est actionnaire de référence depuis 2023 et a déjà accompagné Fnac Darty dans une opération structurante, l'acquisition du groupe italien Unieuro, leader de l'électroménager. Nous avons construit au fil des années une relation de confiance qui nous a notamment permis de réaliser l'ensemble de l'acquisition d'Unieuro, rappelle Enrique Martinez. Cette offre s'inscrit à la fois dans la continuité du plan stratégique porté par le management et dans les intentions déclarées par l'actionnaire. Une opération qui a profondément modifié le profil géographique du groupe. Des résultats 2025 qui confirment la résilience du modèle. En parallèle de l'annonce capitalistique, Fnac Darty a publié ses résultats préliminaires 2025 non audités. Le chiffre d'affaires annuel est estimé à 10,33 milliards d'euros, en progression de 0,7% à périmètre comparable. Dans un environnement de consommation dégradée, la performance française demeure contrastée. La croissance ressort à plus 0,5% à périmètre comparable, pénalisée par un mois de décembre particulièrement difficile. La consommation en France est restée en retrait, notamment sur le mois de décembre, même si la performance du groupe est légèrement meilleure que les données publiées par la Banque de France, souligne Enrique Martinez. À l'inverse, les activités européennes hors France affichent une progression de 1,1% à périmètre comparable. L'Italie s'impose désormais comme un pilier majeur du groupe. Unieuro représente environ 25% du chiffre d'affaires consolidé. L'Italie enregistre une très belle dynamique avec une progression marquée du résultat opérationnel, insiste le dirigeant. Elle conforte pleinement le potentiel de croissance future du groupe et son rôle de pilier stratégique. Cette performance renforce l'empreinte européenne de Fnac Darty. Le résultat opérationnel courant progresserait à 203,1 millions d'euros, tandis que la marge opérationnelle atteindrait 2%, en légère amélioration, malgré un environnement encore contraint en France et plusieurs effets comptables. Dans le détail, le résultat opérationnel recule en France, mais progresse fortement dans le reste de l'Europe.
Le cash flow libre opérationnel est estimé à 145 millions d'euros, en ligne avec l'exercice précédent, hors cession d'actifs. Cette performance repose notamment sur une gestion rigoureuse du besoin en fonds de roulement, dans un contexte de distribution spécialisée toujours volatile. Nature et Découverte, symbole d'un recentrage stratégique. Autre annonce structurante, la décision de rechercher un partenaire pour Nature et Découverte et donc de vendre l'enseigne, intégrée au groupe depuis 2017. Fragilisée par la crise sanitaire et la fermeture prolongée de nombreux magasins, l'enseigne a connu une rupture durable de son modèle. Les équipes ont fourni un travail considérable ces 2 dernières années avec une refonte de l'offre et un repositionnement de la marque, souligne Enrique Martinez. Il existe des éléments permettant d'être optimiste, mais le groupe n'est probablement plus le meilleur actionnaire pour porter seul son développement futur. Fnac Darty a ainsi acté le reclassement des activités en IFRS 5 et engagé un processus actif de recherche de partenaires, alors même que Nature et Découverte poursuit sa transformation autour de son ADN de marque, de l'expérience client et de la cohérence des parcours, comme l'avait détaillé récemment sa direction. Fnac Darty a ainsi acté le reclassement donc de l'activité en IFRS 5, marquant sa sortie du périmètre stratégique du groupe et engagé un processus actif de recherche de partenaires. Un dirigeant insiste sur un point, il n'y a absolument aucun lien entre cette décision et le projet d'OPA. Il s'agit d'un travail engagé de longue date, totalement indépendant. Une stratégie confirmée à horizon 2030. Malgré cette actualité dense, la direction confirme le cap. Nous sommes confiants dans notre capacité à mettre en œuvre la feuille de route du plan Beyond Everyday, affirme Enrique Martinez. Les objectifs à horizon 2030 sont maintenus. L'initiateur de l'offre s'est par ailleurs engagé à maintenir l'équipe de direction, conserver le siège social en France, poursuivre les orientations stratégiques actuelles et ne pas modifier la politique de dividendes. Fnac Darty entre dans une phase déterminante de son développement, à un moment où le secteur retail spécialisé poursuit sa concentration et sa transformation. La suite dépendra désormais du rapport de l'expert indépendant, de l'avis motivé du conseil d'administration, puis du choix des actionnaires. L'année 2026 s'ouvre comme un moment clé pour l'avenir capitalistique et européen du groupe. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.